Nous sommes aujourd'hui en 2024, dans une période où le monde de l'automobile connaît une grande révolution avec un mix énergétique dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Nous cherchons en même temps à limiter la consommation de nos véhicules avec le prix des carburants qui ne cesse d'augmenter. Ces enjeux et ces défis ne datent pas d'hier, et certains y avaient déjà pensé il y a plus de 4 décennies maintenant. Installez-vous bien, prenez de quoi manger. Ah non, ce sera pour après ça. Et laissez-moi vous raconter l'histoire d'un projet, d'élèves qui ont créé une association qui continue d'inspirer les étudiants, les futurs ingénieurs et les ingénieurs. Bienvenue dans le documentaire retraçant les 40 ans de la PV3E. Chapitre 1. La jeunesse du projet. Faisons un bond en arrière et revenons dans les années 80, au cœur de l'ESTACA, l'école supérieure des techniques aéronautiques et de la construction automobile. Une école d'ingénieurs réputée dans le monde de l'automobile. Un groupe d'étudiants passionnés et soucieux de l'avenir de notre planète ont décidé un jour de se lancer un défi. Construire un véhicule capable de parcourir la plus longue distance avec le moins d'énergie possible. De cette étincelle est née une aventure qui allait inspirer des générations. Avec des moyens limités, mais une détermination sans faille, ces jeunes ingénieurs ont conçu leur premier prototype, ESTACA, un bolide aux formes futuristes qui a marqué les esprits. Leur succès a rapidement dépassé le cadre de l'école. En effet, quelques années plus tard, inspiré par cette initiative, l'entreprise Shell a créé le Shell Eco Marathon, une compétition internationale qui allait propulser ce projet sur la scène mondiale. Les étudiants viennent de créer la première course énergétique de l'histoire. À jamais les premiers. ESTACA aura fait un score de 80 km par litre. Pas mal, c'est français. Cependant, par manque de moyens, le projet sera abandonné et en restera là pendant plusieurs années. Nous sommes à présent en 1991 et des étudiants, fans de ce projet, décident de le reprendre et de le passer sous statut associatif. C'est la naissance ou renaissance du projet de véhicule énergétique des étudiants de l'ESTACA. La PV3E. L'association gardera le nom de ce projet car elle tire son origine de celui-ci. Globalement, le projet véhicule énergétique qui s'appelait avant le Marathon Shell existait avant qu'on ait créé la PV3E. Oui. Et il a été arrêté pendant quelques... Donc au début, c'était même pas un projet à ce moment-là, justement. C'était des étudiants de l'ESTACA qui ont commencé à faire un truc Marathon Shell, mais c'était jamais dans les projets étudiants à ce moment-là. Donc nous, moi je suis une promo 92, on a dû lancer en 90 le projet. Et c'est à ce moment-là qu'on a vendu à l'école, entre guillemets, le fait que ce soit intégré dans les projets étudiants. Donc c'était à ce moment-là des projets de 4e année. Et donc on avait, je pense, initié 3 ou 4 projets. Un projet qui était la coordination de l'événement. Un projet moteur, un projet châssis ou un projet carrosserie, enfin il y avait quelques projets additionnels. Et on a créé donc en 90 l'association qui garde le nom de PV3E. Le deuxième véhicule PV-EEE fera un score de 300 km par litre. La première année, ce qu'on a fait, c'est créer, designer, je dirais, alors c'était la souris à ce moment-là, nous c'était un véhicule qui était tout noir. Ce qui était amusant, c'est qu'on a récupéré un plancher chez Air France qui était un plancher en nid d'abeille. On a fait une caisse carbone chez Dassault, donc on avait réussi à faire cette coque en carbone effectivement à ce moment-là. On avait un moteur de modélisme au début, donc c'était je crois qu'un 17 cm3 ou un truc comme ça. Et là où on avait été un peu optimiste, c'est qu'on a créé une injection maison avec une carte maison. On avait un designer qui nous avait aidé à dessiner la voiture. Bon, on avait un contact, ça aurait pu être designé de manière un peu plus traditionnelle. Après, on avait fait une petite maquette soufflerie, donc ça c'était rigolo parce qu'on avait encore la soufflerie à ce moment-là à Levallois. Donc on avait fait aussi passer la voiture en soufflerie, enfin passer le proto en soufflerie pour essayer d'optimiser un peu. Donc je me souviens qu'on avait fait les moules de la coque dans le local poubelle en frottant tout. C'était quand même un peu bricolage à ce moment-là, mais on avait réussi à faire un truc plutôt rigolo pour lancer effectivement le projet.
Chapitre 2. Le début du succès. De cet élan vient ensuite la création d'un nouveau prototype seulement 2 ans après PVEEE, Froggy. Ce prototype, à la robe verte, a eu ses coques moulées dans les ateliers de Dassault Aviation, au même endroit où les ailes du Rafale étaient cuites. La classe, non? De plus, ce prototype était en avance sur son temps, notamment avec ses formes particulières qui sont proches de celles utilisées par les prototypes actuels. La barre des 1000 km par litre est tout proche avec un score de 982 km par litre. À savoir qu'à cette époque, la mesure de consommation se faisait par une mesure de volume. Par la suite, en 1996, vient la naissance d'Ictus. Partenaire de l'association à l'époque, Dassault Aviation joue un grand rôle dans le succès de l'association, permettant cette fois-ci d'utiliser pour la première fois le célèbre logiciel de commande assistée par ordinateur, dit CAO, CATIA. L'association fait rouler Froggy aux côtés d'Ictus et les résultats font un bond impressionnant. En effet, on passe de 982 km par litre à 1887 km par litre. C'est également la période des premières générations de moteurs conçus entièrement par les élèves. Donc j'ai été diplômée de l'ESTACA en 97 et en 3e année, j'avais un gabarit relativement slim à l'époque et donc j'ai été approchée par l'équipe qui s'occupait de la PV3E pour piloter le véhicule. À l'époque on avait fini 3e étudiant en français, donc on était assez contents et l'aventure m'a bien plu. Et l'année d'après, j'étais en 4e année et donc on avait réussi à négocier que la PV3E soit notre projet d'études de 4e année. Et donc j'avais pris l'équipe coordination, on était 3 et on avait monté une équipe pour continuer à faire rouler Froggy et développer un nouveau véhicule qui s'appelait Ictus à l'époque. Voilà. Alors, en tant que pilote, des souvenirs au début douloureux parce que pendant les essais, comme je connaissais pas trop les trajectoires, j'ai eu un accident. J'ai cru que j'avais gâché 1 an de travail d'une équipe parce que j'avais cassé la verrière. Et finalement, ils ont réussi à y remédier avant la course. Et ensuite, tous les stacas me montraient les trajectoires et je visais les stacas sur le trajet. J'ai appris les trajectoires comme ça. Et après, comme on a eu une petite coupe, on était quand même très contents. Et en tant que responsable de la coordination, je pense que c'est les meilleurs souvenirs que j'ai des stacas. On avait été remarqué par Shell, par notre professionnalisme. C'était déplacé avec une équipe habillée pareil. On avait un sponsor Volvo qui nous avait passé une semi dans laquelle on avait mis toutes nos machines-outils. Enfin, on était très, très, très équipés. Donc ça, c'était un beau souvenir. Et un jour, je leur dis, est-ce que vous avez vérifié que le moteur il rentre dans la coque quand même? Ça fait partie quand même des choses importantes. Et comme on s'est rendu compte que le moteur ne rentrait pas dans la coque. Et donc, il a fallu l'implanter en penché. Type qui concevait un moteur du début à la fin avec l'aide d'une personne qui travaillait chez Bosch, qui venait tous les week-ends nous aider à mettre en point notre moteur. Ça, c'était... c'est pas moi qui le faisais, mais c'était un vrai défi. Et on avait aussi obtenu un partenariat avec l'aérospatiale pour faire la coque d'Ictus. Et c'est là qu'on a pu découvrir en fait comment faire du carbone. Et on avait nos moules qu'on recouvrait de plaques de carbone et il y avait 2 personnes dans l'équipe coque. Et un des 2 s'est avéré être allergique au produit. Donc il ne pouvait plus faire sa coque et donc c'est nous, l'équipe coordination, qui sommes venus se substituer à lui pour pouvoir aller dans les fours autoclaves, préparer pour les fours autoclaves. Nous arrivons à la fin des années 90 et approchons le nouveau millénaire avec le frère jumeau d'Ictus qui se nomme Icarus. Il a été construit dans les mêmes moules que celui-ci. Ce qui le diffère surtout est sa structure en fibre de carbone modifiée. Icarus participe au Shell au circuit du Castellet, mais ne parvient pas à battre son prédécesseur. Cependant, il marque un score notable de 1589 km par litre. Chapitre 3. La période des records.
Le bug de l'an 2000 a dû atteindre les étudiants de la PV3E. Car ils viennent de construire une véritable dinguerie, se prénommant Odyssée. Bienvenue dans 2001, l'Odyssée de l'essence. Ce bolide est le fruit d'une conception et d'une optimisation sur Katia, avec l'utilisation exclusive de fibres de carbone permettant au véhicule de continuer à s'alléger. Tout cela résulte en un véhicule ne pesant seulement que 37 kg. L'aérodynamisme a été poussé à son paroxysme avec une traînée aéro réduite à un CX de 0,12, résultant à un FCX de 0,04. Le véhicule concourra à Nogaro, où il battra haut la main l'ancien record de l'association, avec un score de 1982 km par litre. La barre des 2000 km par litre est si proche que cela en devient frustrant, et pourtant, qui savait que le prochain véhicule allait détruire cette barrière? Un an seulement après cette odyssée d'émotions, la PV3E lance la construction de son futur véhicule record, Tsetse. Équipé d'une nouvelle génération de moteurs, la quatrième de l'association, Tsetse brise la barrière des 2000 km par litre et fixe le record absolu de l'association avec un score sans précédent de 2701 km par litre. Ce record ne sera jamais battu en raison de l'instauration de circuits de plus en plus urbains dans la compétition du Shell, circuit bien plus contraignant. Cependant, l'histoire de Tsetse ne s'arrête pas là. En effet, elle sera confiée à l'association sœur PV3E Laval, où prend place un projet de conversion énergétique du véhicule avec une pile à combustible qui vise à concourir dans la catégorie prototype hydrogène. Il s'agit d'un échange de véhicules entre les deux associations. En effet, nos Parisiens ont récupéré Patchwork. Donc, je m'appelle Romain Nicolas, j'ai 37 ans. Aujourd'hui, je travaille chez Siemens Digital Industry Software, donc c'est une entreprise qui produit des logiciels de conception et d'ingénierie en tant que business developer. Je suis entré là il y a 8 ans. Avant ça, je travaillais chez Renault Trucks, le groupe Volvo qui est basé à Lyon. Donc j'ai fait 5 ans là-bas. J'y suis rentré grâce à un apprentissage que j'avais fait avec l'IFP School. Donc j'ai fait les STACA de 2007 à 2011. J'avais commencé la PV3E en 3e année. Donc c'était à l'époque à Levallois-Perret. Et donc c'était vraiment cool. Donc là-bas j'ai d'abord travaillé en tant que normal. Après j'ai été vice-président la 2e année. Et donc après j'ai arrêté quand j'ai fait mon année de césure, je suis parti en stage, j'ai pas pu continuer. Donc en gros j'ai fait 2 ans à fond. On avait fait des essais moteurs comme des bourrins à fond, c'est-à-dire qu'on faisait tourner jour et nuit le moteur pour optimiser la conso, la calibration, etc. Et que 2 semaines avant l'OSIT, le moteur a cassé. Donc ça c'était un peu panique à bord, grosse déprime, etc. Puis on s'est relevé les manches. Et on a réussi à faire un moteur qui n'a pas hyper performé. C'était l'année après les 2700. Je crois qu'on avait fait 2400 ou 2300, je sais plus, ou 2100. Mais bon, ça c'était le genre de galère qu'on avait souvent par manque d'expérience. On avait trop fait tourner le moteur et on l'avait cassé. Chapitre 4. L'arrivée des circuits urbains et période d'innovation continue. À la fin des années 2000, les étudiants du campus de Laval ont développé un nouveau véhicule, plus petit, avec une innovation assez surprenante. Un système de direction sur la roue arrière. Le système était simple et ingénieux. Un moteur monté sur un support en aluminium relié à la roue arrière via 4 rotules. Le pilote contrôlait le mouvement de la roue en tournant le support grâce à un système de câbles attachés au volant. Bien que ce dispositif ait fonctionné pour les circuits ovales comme celui de Lausitz, son rayon de braquage énorme, supérieur à 20 mètres, l'a rendu inadapté pour le Shell Eco Marathon de Rotterdam ainsi que sur les circuits urbains, entraînant sa mise à la retraite en 2011. Il n'a donc pu participer qu'à 2 éditions du Shell Eco Marathon et 3
du Belgium Eco Marathon, atteignant un record de 1143 km par litre en 2011. Cette mise à la retraite prématurée du véhicule a entraîné la sortie de retraite d'un autre véhicule. En effet, Odyssey est réhabilité et reprend la piste. Donc du coup, actuellement, je suis Cost Engineer à l'Agence spatiale européenne. Et donc j'ai été étudiant à l'ESTACA de 2009 à 2014. Et du coup, en même temps aussi membre de la PV3E durant ces 5 années. Et notamment président de 2011 à 2013 pour faire grossièrement. En septembre 2011, du coup, on a eu le nouveau règlement. Et du coup, on a contacté Laval pour récupérer Odyssey. Du coup, Laval, au même moment, avait un Belgian Eco Marathon prévu aussi en septembre de mémoire. Du coup, en fait, ils sont venus déposer un soir très tard, à 23 h, Odyssey au local. Ça a été le début de l'opération de reconstruction. Donc, on a contacté plusieurs entreprises pour pouvoir recréer certaines pièces qui étaient spécifiques qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes, comme le cerclage des roues par exemple. C'est aussi là qu'on a appris nous-mêmes à essayer de faire de la fibre carbone sous vide. Donc du coup j'avais contacté une entreprise pour nous donner une machine, machine de vide, je ne sais plus c'est quoi le nom technique précis, une machine sous vide. Et on a passé plusieurs journées, plusieurs tentatives à essayer de faire des roues plates en tout cas. Aussi en même temps on a fait pas mal d'usinage. À l'époque il y avait un local d'usinage on va dire avec quelques machines au sous-sol de l'ESTACA. Donc c'est là qu'on a pu usiner quelques pièces, notamment les moyens de roue et le support moteur. Et après, on a essayé de faire au mieux avec ce qu'on avait. Je me rappelle que la première course qu'on a fait, il nous manquait, c'était le Belgian Eco Marathon, à peu près en mars 2012, oui, mars 2012, avec Odyssey. Et on arrivait sur la course sans frein, avant en tout cas. Ce qui posait un petit problème technique pour passer au moins le contrôle technique. Du coup, on avait pris une plaque d'alu qu'on avait tordue, sur lequel on avait posé des étriers de frein et qu'on a fixé probablement un peu à l'arrache. Mais ça a passé le contrôle technique, donc on a pu faire la compétition cette fois-ci. Et je sais plus, mais on avait fait au moins un podium. Donc bon, ils étaient sympas de nous avoir laissé passer, mais voilà. C'était un peu les débuts d'Odyssey. C'était en 2012, si je ne me trompe pas, avec Laval qui venait de perdre sa pile à combustible, qui à l'époque était un prêt de PSA, qui au final a été on vous la rend pas. Et du coup, à peu près peut-être 3-4 mois avant le Eco Marathon, il a fallu qu'en 4ème vitesse on trouve une nouvelle pile à combustible. Et du coup, on s'est un peu allié, le Valois et Laval, pour essayer de trouver une solution, et au final on a réussi. Et donc ils ont, je crois que c'était peut-être 2 semaines, maximum 1 mois avant le Eco Marathon, ils ont réussi à avoir une pile à combustible pour faire la course. Lors de ma première année en tant que président de la PV3E, lorsqu'on est arrivé au Eco Marathon, on était parti avec 2 voitures et un camion. Donc le camion forcément qui venait de Laval mais qui faisait un stop à Levallois. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait il y avait une masse admissible maximum pour un camion. Parce qu'arrivé à Rotterdam, j'ai reçu un appel du camion comme quoi ils étaient bloqués à la frontière avec un poids excédentaire par la douane. Donc en 4ème vitesse, on a dû trouver un autre camion, et c'est la Jolie Ivry, la petite histoire, qui nous a prêté un camion pour pouvoir décharger une partie du camion et pouvoir repartir et arriver enfin à Rotterdam. Je me rappelle que après le Belgian, on a fait les essais à Ladoux. Et à Ladoux, il faisait soleil, contrairement au Belgian, ce qui est étonnant, hein, on va dire. La pilote s'était plaint que c'était trop lumineux dans l'habitacle. En fait, surtout que les rayons du soleil allaient directement dans ses yeux et qu'elle ne voyait pas, du coup. Et c'était dû au fait qu'il y avait une petite fenêtre sur le toit d'Odyssey. Et du coup, en 30 secondes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bout de sac poubelle avec du scotch et on a caché la petite fenêtre. Comme ça, il n'y a plus de problème de luminosité.
Les années 2014, 2015 et 2016 ont été des années riches en idées et en ambition. En effet, durant cette période, 2 véhicules sont en conception. MKX pour Mark 10, en référence au fait qu'il s'agisse du 10e véhicule de l'association, et Anteka. Malheureusement, après des essais en soufflerie décevants, MKX ne verra jamais le jour, laissant place à Anteka, et même à l'idée d'un véhicule aérien. Oui, vous avez bien entendu, un véhicule aérien. La richesse de la diversité des étudiants présents dans l'association a fait germer l'idée d'un Shell Eco-Marathon aérien. Une ébauche de règlement a été rédigée. Les idées étaient de construire un drone volant, plus lourd que l'air, transportant une charge utile, la même pour tous les concurrents. 42 km étaient à parcourir en aller-retour, et celui qui consomme le moins d'énergie électrique l'emporte. Un drone d'avion de 5 mètres d'envergure a été conçu pour l'occasion. Mais le projet a finalement été mis en pause, puis abandonné fin 2015, par faute de budget, car il fallait travailler en parallèle sur Anteka. Anteka vient du grec 11, réécrit phonétiquement avec notre alphabet. Anteka se démarque du fait qu'elle était faite en fibre de carbone unidirectionnelle, mais aussi par son utilisation de l'éthanol au lieu de l'essence. À l'aide de Faster pour la structure, d'Excel pour la fibre et d'autres sponsors, les créateurs d'Anteka partaient confiants au Shell Eco-Marathon de Londres en 2016. Malheureusement, en plein run, le véhicule prend feu et ne peut être sauvé. C'est une fin brutale qui met un coup au moral de l'équipe. Donc, je m'appelle Rémi Léchon, je suis ingénieur Estaca promo 2017. Je suis rentré à la PV3E en 2013. J'ai été élu président l'année suivante, en 2014, puis réélu en 2015. J'ai surtout travaillé sur Odyssey, Tsetse, puis sur Anteka. Et puis après ça, j'ai travaillé 4 ans dans l'aéronautique, puis dans la Formule 1. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un bureau d'études d'une dizaine de personnes spécialisées dans la conception de machines spéciales. J'ai découvert la PV3E pendant la journée porte ouverte de l'école. Ça devait être en 2011. Je m'en rappellerai toujours, c'était le président de l'époque, Florent Doula, qui m'avait accueilli et présenté l'association. Et c'était un des points qui m'avait donné envie de rejoindre l'école. L'année suivante, j'ai rejoint l'école et donc évidemment la PV3E. Et puis, je me rappelle d'une équipe assez réduite, mais hyper soudée, hyper motivée, qui avait vraiment envie de faire avancer les choses. Quand j'ai rejoint l'association, donc on travaillait sur Odyssey. Il avait été récupéré dans la cave de l'Estaca suite à l'abandon de Patchwork, qui était plus compatible avec le circuit de Rotterdam. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais assez jeune dans l'association et j'ai pas énormément participé à cette conversion. Ensuite, quand l'équipe de Laval a fait un petit peu faillite, on a récupéré Tsetse qui était un petit peu plus performant. Là, on a déménagé toutes nos liaisons au sol et notre moteur dans Tsetse. Mais vraiment, l'élément marquant dont je suis le plus fier, c'est la conception et la construction d'Anteka l'année suivante. On a vraiment conçu un proto de A à Z et construit jusqu'à le faire rouler. Et c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. Et en y repensant récemment, je me dirais que c'est un truc que je pense qu'on ne vivra jamais, ça ne peut se vivre que là-bas. Et c'est un truc qu'on ne peut pas vivre dans le monde professionnel après. Ça a été, pendant la conception d'Anteka, il nous manquait la fibre de carbone pour le fabriquer. On cherchait quelque chose d'un peu particulier, de la fibre de carbone un peu performante, très raide, si possible au module. Et on nous a envoyé un mail sur l'adresse mail de contact de l'association un soir. C'était quelqu'un de chez Excel. Justement, je ne veux pas trop citer son nom parce que je ne sais pas si ce qu'elle a fait ce jour-là était tout à fait conforme aux règles de chez Excel. Mais donc, il nous a envoyé un mail un soir. Il devait être 17h pour nous dire demain matin, on met à la poubelle 300 kg de fibres de carbone au module préimprégné unidirectionnel. C'est exactement ce qu'on cherchait. Et si vous venez demain matin aux portes de l'usine, plutôt que de le mettre à la poubelle, on le charge dans votre camionnette. Et on n'était pas du tout équipé pour faire du pré-imprégné. Et là, toute l'équipe s'est mise en marche. On a loué une camionnette dans l'heure. On est parti pendant la nuit et on a fait toute la route jusque dans les Alpes pour aller récupérer le chargement. En parallèle, il y a une autre équipe qui est restée à Levallois pour trouver des congélateurs pour pouvoir stocker au retour la fibre de carbone au froid. Et c'est un truc qui s'est passé en quelques heures. Ça a été une nuit à conduire
et une journée de rencontre chez Excel pour ramener, et puis ensuite on a ramené la fibre. Mais c'est un truc qui est invivable dans le monde professionnel. On n'a jamais ce type d'opportunité et on n'a jamais la capacité, la force de frappe qu'on avait à la PV3E pour saisir ce genre d'opportunité. Ça, j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Malgré cette fin tragique, Anteka laisse un héritage au véhicule de la PV3E, Calypso. Fabriqué en 2017, sa conception est identique d'un point de vue structurel à celle d'Anteka. Au Shell Eco Marathon, Calypso décroche un podium à Londres en 2018 et l'année suivante, le véhicule réalise son record avec 1798 km par litre. Donc moi je suis arrivé en 2017 à l'Estaca. Je suis allé à la PV3E dès ma première année. Surtout plutôt en observateur parce que j'étais un peu fasciné par le projet. J'ai pu apprendre plein de trucs. La première année, j'ai pu être pilote donc de Calypso. Ensuite, deuxième année, j'ai pu faire un peu plus de choses. Je suis devenu président à la fin de la deuxième année pour la troisième. Et ensuite, j'ai continué jusqu'à ma quatrième année. J'ai dû partir à la fin de ma quatrième année pour l'IFP, mais j'essayais de rester un petit peu connecté au projet parce que c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. La première année, quand j'ai été pilote, on avait fait un podium. C'était assez marquant. Bon, moi, j'avais juste piloté le truc, j'avais pas fait grand-chose, on va dire, sur la voiture. Mais c'était incroyable parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas réussi à faire de score. C'était l'année où on devait... si tu valides pas de score pendant 3 ans de suite, à un moment, tu te fais relayer à la case de nul. tu peux plus retourner au Shell. Donc fallait vraiment qu'on fasse un score et on a fait un podium cette année-là et c'était incroyable. Ça fait quoi de conduire Calypso? Ça fait mal au dos. Ouais. Déjà. Ça fait un peu peur. C'est super fun, mais c'est aussi super bizarre parce que tu as l'impression d'aller super vite alors que tu vas vraiment pas vite. Il n'y a aucune. C'est un véhicule avec assez peu de ressenti, c'est-à-dire que tu pars très très vite sur 2 roues, si tu tournes un peu trop, comme il n'y a pas de suspension, ça pardonne pas. Tu as le moteur qui est à 10 cm de ta tête et qui fait vibrer ton casque. Voilà, il fait 60 degrés dans l'habitacle parce qu'on voulait absolument pas de prise d'air, et c'est l'été. Donc c'est un peu particulier, mais c'est un truc incroyable et je suis super content d'avoir pu faire ça. On a eu plein de galères dans le projet, mais ça en a été une belle, c'est le Covid. Déjà la fabrication de la voiture, c'était le bordel parce qu'on l'a pas fait chez nous et ensuite on n'a pas pu, une fois qu'elle était fabriquée, on n'a pas pu jouer avec parce qu'on était reparti en Covid. Donc on a expatrié la voiture chez moi, chez mes parents, dans un box et on a travaillé dans un box tout pourri pour continuer un peu d'avancer le truc. Donc ça c'était rigolo, je pense que c'était pas la phase la plus compliquée du projet. Je pense que c'était vraiment la partie juste avant la fabrication, où là c'était vraiment le bordel. Mais c'est aussi des bons souvenirs. On prenait des pizzas à la maison et puis on allait travailler dans le box, c'était marrant. Aujourd'hui, l'association travaille d'arrache-pied sur sa conversion à l'électrique. Chapitre 5. Le renouveau de l'association. En 2019, la PV3E se lance un nouveau défi. Participer au Shell Eco Marathon, mais cette fois-ci en catégorie Urban Concept. C'est une catégorie créée en 2003 qui vise à développer des véhicules aux caractéristiques plus proches d'une voiture de série, avec des équipements tels que des feux, des rétroviseurs et une position assise pour le pilote. Donc, je suis Pierre Baudry, je suis arrivé à l'Estaca en septembre 2018, donc je suis promo 2024 étant donné que j'ai fait une césure et je suis membre de la PV3E depuis ma première année, je suis rentré en septembre 2018 justement, ce que normalement déconseille l'administration de l'Estaca, mais j'ai quand même voulu m'inscrire, donc je me suis inscrit, j'étais
pas très actif en première année, surtout au premier semestre. C'est à partir du second semestre que je suis investi et j'ai été respo moteur et vice-président de cette association. J'ai vu la PV3E énormément évoluer parce que, comme je le disais, je suis arrivé sur les dernières années d'exploitation de Calypso. Donc j'ai vu le passage de prototype à Urban, qui a vraiment été un très gros bouleversement dans l'association parce qu'on faisait un saut dans l'inconnu. C'était la première fois qu'on passait en urban, pardon. Ça fait 30 ans que l'assaut était en prototype, donc ça c'est une catégorie qu'on connaissait bien et qu'on maîtrisait bien. Là on faisait un gros saut dans un règlement technique complètement différent où il y avait quand même quelques équipes qui commençaient à être bien établies parce que le règlement urban existe depuis 2010, donc on a quand même quelques équipes qui sont en place sérieusement. Donc ouais, ça a pas mal changé les choses. Après, j'étais pas là au niveau de la construction des précédents véhicules, donc je sais pas trop comment ça se passait. Mais forcément, le fait de passer sur un type de véhicule différent, un règlement différent, ça entraîne beaucoup de changements. Puis inconsciemment, il y a aussi le fait de se dire, on est dans une association qui a énormément d'histoire, où il y a beaucoup de grands noms qui sont passés et qui ont eu du succès après dans leur carrière ou même à la PV3E. Donc il y a quand même inconsciemment cette idée de se dire, faut pas qu'on se loupe, parce que sinon on risque d'être ridicule à côté de ce que la PV3E a été par le passé. Mais au final, quand je vois le véhicule qui a été fait, je suis confiant qu'on a énormément de potentiel. Il faut juste qu'on arrive à l'exploiter correctement, mais avec Gemini, on peut vraiment faire de grandes choses. Ça, j'en suis sûr. À l'époque, en première année, il y avait principalement Vivien et Godefroy, je crois, qui avaient bossé sur des améliorations du moteur. Et notamment, une idée qu'ils avaient eue, c'était de prendre un piston et de creuser un bol dedans pour y mettre dessus un bol en céramique qui coulisserait, le tout coulisserait dans une chemise en céramique. L'idée, c'était de diminuer les pertes de chaleur, puisque la céramique permet de mieux conserver la chaleur. Sauf que le problème, c'est que ce piston et ce bol de piston, il faut réussir à les emboîter les uns dans les autres. Et donc, comment cela se faisait-il? Eh ben, on avait un chalumeau qu'on avait emprunté à l'atelier de l'Estaca. Et donc, avec ce chalumeau, on venait chauffer le piston, on venait insérer par-dessus une chemise et on venait par-dessus la chemise mettre le bol de piston pour que par dilatation thermique, le bol puisse rentrer dans le piston et après en se rétractant, les deux puissent s'assembler. Le problème, c'est que Godefroy avait déjà essayé par 2 fois d'assembler le tout, sauf que les 2 premières fois ça a été un échec et soit le bol s'est retrouvé en biais et il n'a jamais réussi à le remettre droit, soit le bol il pétait. Donc on arrive, troisième tentative, on s'est dit on va essayer de le faire un petit peu différemment, on va essayer de le faire plus chauffer. Donc au total j'ai dû passer, je pense que j'ai passé sur 3 jours, j'ai dû passer pas loin d'une vingtaine ou d'une trentaine d'heures à faire chauffer le piston pour essayer de faire rentrer le bol. Et puis on arrivait à un moment où le bol était quasiment entièrement rentré dans le piston, mais il restait encore peut-être un dixième de millimètre. Donc pour le faire rentrer, on avait une presse hydraulique et on s'est dit on va faire chauffer le piston et en même temps on va utiliser la presse hydraulique pour essayer de faire rentrer le piston. Sauf que le truc c'est que on se doute bien qu'avec de la céramique ça peut un peu péter. Donc à l'époque ce qu'on avait fait, il y avait une association dont je tairai le nom qui avait un bouclier anti-émeute. On était allé récupérer le bouclier anti-émeute et on s'était mis derrière le bouclier et on activait la presse au cas où les débris partent pour pas se les prendre dessus, quoi. Donc moi c'est Pierre Arzouz. J'ai rejoint la PV en 2020-2021 et j'ai été président en 2022 et 2023, donc sur 2 mandats consécutifs. Alors quand je suis arrivé, on était en pleine construction de Gemini, enfin plutôt fin de construction. Le châssis avait déjà été fait, il restait à faire les systèmes mécaniques, donc frein, direction, une partie de la motorisation et les roues carbone. Donc moi j'ai commencé d'abord à travailler
avec Alexis Fédorive, qui était responsable technique méca à l'époque, sur le composite, sur ces roues carbone, sur différents mécanismes. Enfin, là, je touchais un peu à tout. Et donc ça a été vraiment le cœur de mon travail, avant de dévier un peu vers d'autres systèmes comme l'hybridation ou d'autres systèmes techniques. Et l'année dernière, donc sur mon dernier mandat de président, on a relancé le projet Calypso. Calypso qui était un ancien véhicule, donc qui a fait de bons scores. Et on a voulu du coup diversifier les projets de l'assaut et relancer un peu différents projets pour la pérennité, donc en passant Calypso de thermique à électrique. On a toujours été félicité par les commissaires du Shell. Il y a évidemment eu des petites péripéties lors des contrôles techniques. Je pense par exemple au passage des freins, qui est quand même une pente. Je pense que tous les anciens de la PV se souviennent du premier passage de la pente de frein de leur véhicule. C'est toujours un moment un peu stressant, et on savait que pour une fois que nos freins marchaient, nos freins fonctionnaient bien, mais on n'était pas sûr de la solidité de la pédale, qui avait malheureusement eu un petit raté juste avant de partir. Donc au Shell, on envoie Gemini sur la pente de frein, et elle passe une première fois, sauf qu'on avait 2 pilotes, donc on redescend Gemini, on refait passer avec notre autre pilote, donc, et là la pédale explose avec Gemini sur la pente. Donc moi je tiens Gemini avec les mains pour pas qu'elle tombe. Je regarde le commissaire, non si tout se passe bien, et je vois mon pilote qui prend les choses en main. Il arrive à choper les mètres cylindres avec son pied et appuyer sur son pied pour faire pédale et à freiner le véhicule sur la pente. Donc malgré l'énorme crack et le liquide de frein qui coulait de manière apparente dans le véhicule a passé la pente. Donc ça a été validé, évidemment. Ensuite on a tout réparé et c'était prêt, mais ouais, le CT c'est toujours quelque chose. À travers les différentes périodes et véhicules créés au sein de l'association, on peut voir qu'il y a une équipe soudée, animée par une passion commune et des entreprises au plus proche des étudiants pour aider les projets à prendre vie. C'était une idée originale de Christophe Delisle, en fait, puisque on était sponsor historique du gala. Et j'avoue que j'étais content d'aller au gala une fois par an, mais à part ça, je voyais pas trop le rapport entre le gala et DAF. Donc à force d'en discuter avec lui, il me dit mais pourquoi tu sponsorises pas plutôt la PV3E, le côté consommation réduite et véhicule optimisé, plus d'éco dans le monde du poids lourd que la soirée en tenue de gala. Oui. On est capable de faire aussi, mais moins souvent que de réfléchir à comment consommer moins et comment faire la plus grande distance avec le moins d'énergie possible. Donc voilà, ça fait combien? 4-5 ans, je pense, maintenant qu'on est sponsor. Valeur commune, à part le côté technique, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de ces 6 années, moi, c'est justement l'expérience de l'association. Et ça, pour le coup, j'apprécie pas mal le fait que vous soyez quand même assez bien organisé, avec des processus un peu répétitifs, là, parce que quel que soit le président ou son équipe de com, je ressens une stabilité dans l'organisation, bien que les personnes changent. Et ça, pour un partenaire, c'est vachement bien, parce que au gala, j'avais l'impression que c'était un peu plus fouillis. Alors c'est plus gros aussi, le gala, ou je sais pas quoi, enfin c'est différent. Mais là, je trouve que vous êtes bien organisé, ce qui fait que c'est cool. Et puis, après, ce qui en termes de valeur, je n'en sais pas beaucoup plus. Moi, j'adore la manière dont vous interagissez avec les partenaires, sur les salons, sur les portes ouvertes, sur les chevaux. Enfin, La PV3E, c'est bien plus qu'un simple projet étudiant. Derrière chaque succès, il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied. C'est une véritable aventure humaine où les valeurs de partage, de solidarité et de dépassement de soi sont mises à l'honneur. Chaque année, de nouveaux étudiants apportant leur énergie et leurs idées pour faire avancer le projet.
En 40 ans, la PV3E a formé des générations d'ingénieurs, instillant en eux un esprit d'innovation et un sens aigu des responsabilités. L'héritage de la PV3E dépasse largement le cadre de la compétition. C'est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent contribuer à un avenir plus durable. Aujourd'hui, la PV3E continue de repousser les limites de l'efficience énergétique. Les défis sont nombreux, mais les étudiants sont prêts à les relever. En développant des technologies innovantes et en sensibilisant le grand public, ils contribuent à façonner la mobilité de demain. L'aventure n'est pas près de s'arrêter, car à la PV3E, la passion pour l'ingénierie et l'engagement pour l'environnement est plus forte que jamais. Si ce n'est vous dire de vous faire plaisir, de vous amuser et d'essayer de ramener un trophée prochainement, bon courage. Je dirais qu'il faut rester motivé, il faut garder le feu sacré qui fait qu'on apprend chaque jour. Et le plus important, le truc que je retiens de mon passage à la PV3E, c'est toutes les connaissances que j'ai apprises. Félicitations pour le travail accompli, 40 ans, c'est l'âge mûr. 50 c'est pire, mais vivement les 80. Et on peut que vous souhaiter de refaire encore 10, 20 ou 40. Étudiante, et que le but premier d'une asso étudiante, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser dans ce qu'on fait. Donc il ne faut surtout pas oublier cet aspect-là. C'est différent, donc ces projets-là, faut y aller. On n'est pas obligé d'y passer toute sa vie, mais peu importe le temps qu'on y passe, on apprend énormément. Déjà, évidemment, un grand merci à tout ce qu'a été la PV pour moi, et donc ça englobe forcément les membres que j'ai connus, les membres qui m'ont précédé, et évidemment vous, les membres qui m'ont suivi. Donc voilà, je souhaite que évidemment la PV perdure 40 ans de plus, et que dans 40 ans je pourrai revenir à l'Estaca et voir le film que nous ont préparé les derniers membres de l'association. PV3E. Passion, volonté, envie, énergie, environnement.